Bevet Braise, Braizata, bonjour à tous chers amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, il s'agit d'aborder la question de la rhétorique, de la dialectique gauchiste. La dialectique gauchiste qui aujourd'hui étouffe véritablement la pensée en France et dans le monde occidental, ne l'oublions pas, et empêche en partie la réaction populaire par un terrorisme de tous les instants, et d'abord et avant tout par les canaux des médias gouvernementaux. Presse écrite, presse radiophonique, locale, régionale et hexagonale, et évidemment télévisée. Donc, nous avons des médias subventionnés, c'est-à-dire corrompus. Qu'est-ce qu'une subvention? C'est l'argent que l'État vous vole, à vous contribuables, vous prend arbitrairement dans votre poche, transfère à des journalistes qui sont des soldats politiques, dont le job est de vous mentir pour maintenir l'échelle du rapport de force actuel. Donc il s'agit de vous mentir, de vous cacher la réalité, de maquiller les faits. Donc, ça c'est le job de la presse dominante. C'est fait avec votre argent, ce qui est particulièrement pervers. Pour démonter cette rhétorique socialo-marxiste, il faut s'intéresser à sa structure. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. La rhétorique socialo-marxiste est toujours fidèle à elle-même, quelles que soient ensuite les diverses sensibilités d'apparence entre ceux qui la prononcent, qui la diffusent et qui la développent. Que l'on parle des antifas ou que l'on parle des gros bourgeois socialistes du gouvernement, cela repose toujours sur les mêmes présupposés fondamentaux. C'est juste après une question de degré, une question de méthode dans leur expression, mais fondamentalement, ils partagent les mêmes croyances primitives. Premièrement, le mythe de l'égalité entre les individus. À partir du moment où on croit à l'égalité entre les individus, les hommes sont interchangeables, ce qui est une déshumanisation profonde de l'être humain. Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. C'est-à-dire que si on peut vous remplacer par n'importe qui, ça veut dire qu'il n'y a plus, la personne n'existe plus en tant que ce qu'elle a de spécifique pour chaque individu, n'est-ce pas? Donc, et en plus, ça repose sur une fiction. Comme vous voyez autour de vous, dans votre famille la plus immédiate, chacun, que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, chacun a ses propres traits physiques, chacun a ses propres talents, chacun a ses propres défauts, chacun a sa propre personnalité, et cela se manifeste donc entre nous, et que dire entre groupes ethniques, et même entre nations, etc., etc. Chacun comprend bien, et c'est visible, que un Corse n'est pas un Maasai. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po, surtout pas de Sciences Po, pour le comprendre. Donc ce mythe de l'égalité fondamentale, une fois qu'on le croit, une fois qu'on y adhère, s'applique à tout. C'est la mère de toutes les erreurs que diffuse cette névrose, cette psychopathologie de masse qu'est le gauchisme, parce que évidemment, à partir du moment où on professe l'égalité en tout et à tout propos, eh bien évidemment, c'est l'égalité raciale, qui est une fiction, c'est l'égalité homme-femme, mais il faut bien le comprendre. L'égalité homme-femme veut dire qu'il n'y a plus de différence entre les sexes. Il n'y a plus de polarité entre les sexes. La sexualité et les polarités sexuelles sont niées. N'est-ce pas? Égalité également de talent. Tout le monde doit toucher la même chose indépendamment de leur mérite, ce qui est une aberration. Je veux dire, chacun comprend bien, c'est du bon sens, que celui qui travaille beaucoup et qui est talentueux doit gagner plus que le tir au flanc qui ne fait rien et qui n'a aucun talent. C'est une évidence. Bon. Ça aussi c'est nié au nom d'une égalité de conditions revendiquée par ce gauchisme mental et ou ce socialo-marxisme politique. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Donc l'égalitarisme est l'erreur fondamentale de cette névrose de masse diffusée par ces grands médias dominants. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. Deuxièmement, et ça tient plus au profil psychopathologique des personnes qui le professent, c'est une peur intrinsèque, une peur atavique du rapport à l'autre. Alors vous savez, les gauchistes, les socialistes, les communistes adorent faire l'apologie de l'autre, du vivre ensemble, de la différence. C'est absolument faux. Tout l'argumentaire qu'ils développent repose sur l'idée simple, il faut abolir les conflits.
C'est d'ailleurs une pensée très féminine, quand on y pense. C'est une pensée qui est dévirilisée. C'est la peur du conflit, la peur de la confrontation. Et leur réponse est très simple. S'il y a des conflits, de tous ordres, il faut abolir les différences, comme ça il n'y aura plus de conflits. Il y a des conflits entre pays, abolissons les frontières. Ce qui est un raisonnement absurde, comme on le voit aujourd'hui dans l'Union européenne, par exemple. On a aboli les frontières intérieures. Est-ce que cela a supprimé les conflits? Absolument pas. Ça les exacerbe. Les frontières sexuelles. Il y a des confrontations entre les hommes et les femmes. Mais supprimons cette idée stupide qu'il y aurait des déterminants sexuels tels que la masculinité, la féminité. Supprimons tout cela. Résultat, vous créez des frustrés en puissance et ça attise les conflits aussi, comme on le voit tout autour de nous, etc. Nier les différences sexuelles est une absurdité totale. Totale. Et pourtant, ces gens-là le professent. Mais pour eux, ça va participer de cette abolition des conflits. Idem pour la race. Et vous avez vu, c'est tellement vrai ce que je dis, qu'ils l'ont même aboli dans la Constitution. Donc c'est vous dire jusqu'où ils sont prêts à aller. Donc en fait, c'est la politique de l'autruche. Il y a des conflits, mettons la tête dans le sable, les conflits disparaîtront. Mais en réalité, non. C'est pas parce que vous vous cachez les yeux que les conflits cessent d'exister. C'est pas parce que vous cachez les mots que les choses cessent d'exister. Vous voyez, donc c'est cette mentalité, cette pensée magique qui consiste à vouloir, en fait, cacher une réalité, abolir du champ du verbe cette réalité, la description de cette réalité, qui amènerait, on ne sait trop comment, la disparition de cette même réalité. Donc c'est vraiment une régression fondamentale de la pensée, ce qui m'amène à dire que c'est bien une psychopathologie de masse. Pourquoi de masse? Parce qu'elle est diffusée massivement par les journalistes et les militants gauchistes dont j'ai parlé, et aussi les institutions qui les ont adhérés, et ça tient beaucoup à la rupture générationnelle de 68, de cette génération du baby-boom qui, malheureusement pour elle, est tombée dans le gauchisme de masse, et qui ensuite l'a amené jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et hélas, François Hollande, qui est lui-même un baby-boomer, incarne parfaitement ce triomphe de la mentalité gauchiste, avec peut-être quelqu'un comme Cohn-Bendit. Donc, cette psychopathologie de masse repose sur ces deux idées stupides, que nier les différences, nier les lignes de fracture, va permettre d'abolir les confrontations. Donc ce sont des gens qui ont profondément peur du rapport à l'autre. Hein, si l'autre est différent, va y avoir une confrontation, je dois abolir la différence. Et c'est là que cette rhétorique qui met en avant l'autre en essayant d'embellir le rapport est une fiction. Il s'agit de dire j'inclus l'autre en moi. C'est ça le truc. C'est inclusif. Et en cela, ça se veut fusionnel. Vous savez, c'est ce qui est vraiment une régression, je le dis, puisque la dynamique même de la vie, c'est quoi? C'est la spécialisation. C'est comment dirais-je, un vivant qui se complexifie au fur et à mesure. C'est toute l'histoire du Big Bang d'ailleurs. Au début, vous avez une concentration et ensuite vous avez une diffusion. Et c'est ce qu'on voit tout autour de nous. Le vivant est régi par cette loi fondamentale. Or, le gauchiste pense qu'il faut absolument abolir les confrontations en rassemblant tout le monde dans une unité, n'est-ce pas? Et ça, excusez-moi, au plan psychopathologique, ça veut dire que les individus en question sont des gens qui refusent de grandir, qui refusent la conflictualité, qui fait partie de la vie, et sont des gens qui veulent retourner dans le sein de la mer, quand il n'y a pas de différence entre le moi et le monde extérieur. Donc, c'est vous dire le degré de déficience intérieure de ces personnes-là. Ça fait quand même très peur. Alors ensuite, ces deux gros mythes dont j'ai parlé vont vouloir s'imposer à vous en suivant un procédé très simple dans la rhétorique, hein, et que vous pouvez expérimenter sur Facebook, que vous pouvez expérimenter dans la vie de tous les jours avec des gens qui sont atteints par cette psychopathologie de masse. Ça suit vraiment une ligne de conduite et une ligne pratique invariable. Premièrement, les personnes qui professent cette psychopathologie, donc ce gauchisme agressif, essayent de vous faire honte. Donc, de vous inhiber. On essaye de vous inhiber. C'est vous qui n'êtes pas normal, c'est pas eux. Donc, on vous inhibe. Vous n'êtes pas normal, vous êtes anormal, cachez-vous, ne parlez plus. Donc, vous faire honte. Comment? Vous êtes un nazi, vous êtes un fasciste, vous êtes un sexiste, etc., etc. Quelle est la réaction à adopter? Vous ne devez pas nier le fait que vous êtes fasciste, que vous êtes nazi, etc. Ça sert à rien. Vous avez affaire à des gens qui sont profondément malhonnêtes et névrosés. Donc, ils veulent pas savoir si c'est réellement vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est nazi. Parce que faut bien comprendre, c'est une idéologie absolutiste, c'est une névrose qui ne s'intéresse pas au réel. C'est un absolu.
Donc, le nazisme, c'est une idéologie qui est apparue en Allemagne, etc. Donc, une chose très précise, très contextualisée. Ils veulent, et aujourd'hui, n'importe qui peut déplaire à des gauchistes est un nazi. Même Sarkozy. Rappelez-vous, Sarkozy était présenté comme peu ou prou le petit-fils d'Hitler. Ça n'a aucun rapport avec le réel, mais peu importe. Peu importe. Ces gens-là ne raisonnent pas. Il faut bien comprendre ça. Donc si vous perdez votre temps à vous expliquer, vous avez déjà perdu. N'ayez pas honte. Moi, ce que je fais personnellement, et ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, quand on me traite de nazi, de fasciste, de tout ce qu'on voudra, moi je dis, si vous voulez. Oui, si vous voulez, c'est votre problème, c'est votre choix. Moi, ça m'indiffère. Voilà. Deuxièmement, comment dirais-je, ne vous censurez pas. Ne vous censurez pas. Dans votre parole, utilisez les mots que vous jugez devoir utiliser. Race, immigration, islam, etc. N'hésitez pas. Aucune armée, dans aucune guerre, n'accepte que l'ennemi lui interdise de pénétrer a priori sur un secteur que l'ennemi possède. Évidemment, sinon les lignes ne bougeraient jamais, sauf à votre détriment. Donc n'acceptez pas les lignes idéologiques posées par l'ennemi, jamais. Donc violez-les allègrement. Violez le gauchiste psychologiquement. N'hésitez jamais. Traumatisez-le, terrorisez le gauchiste de cette façon. Troisième point, le gauchiste aime bien vitupérer dans l'abstraction. Demandez-lui des faits concrets, hein, des faits. Voilà, démontrez-moi votre propos et faites pareil. Apportez toujours des faits qui démontrent ce que dit l'adversaire. Également, ce qu'aime bien faire le dialecticien gauchiste, c'est vous dire mais qu'est-ce que tu en sais, toi, tu n'as jamais été dans cette situation-là, hein, je sais pas, par exemple sur l'immigration, t'as jamais vécu en banlieue, etc. Retournez toujours l'argument, mais est-ce que toi t'as vécu en banlieue? N'oubliez pas ça, retournez toujours ça contre eux, c'est toujours très efficace. Faites aussi toujours savoir aux gauchistes, en parlant de psychopathologie, que vous ne partagez pas ces névroses. Hein, voilà. La guerre, oui, c'est une réalité inhérente à la vie humaine, comme je l'ai dit, etc. Vous n'avez pas peur de ça. Vous ne partagez pas ces peurs. Hein, vous ne partagez pas les peurs de la. Il y a une frontière, c'est fait pour protéger, voilà. Donc quand il y a des conflits, bah, c'est bien d'avoir une frontière, par exemple. Je dis ça comme ça. Hein. Bref, vous expliquez que vous n'avez pas peur de la confrontation, que vous n'êtes pas un pacifiste de principe, et que donc quand il faut se défendre, et quand il y a des réalités conflictuelles qui existent, eh ben elles existent. Ça sert à rien de les nier. Donc démontrez que vous n'avez pas peur des peurs ataviques des gens dont j'ai parlé. Évidemment, assumer les contre-idées que combattent évidemment les gauchistes, les socialo-communistes, etc. C'est-à-dire patriotisme, valeurs traditionnelles notamment au plan familial, hein, défense du mariage, de la famille traditionnelle, défense des rapports traditionnels entre hommes et femmes, évidemment, combat contre l'homosexualité et autres déviances du même ordre. Voilà, bon, c'est des choses de bon sens, mais ça passe aussi par ça. Il faut affirmer des valeurs positives. Et par là même, quand je parlais de démontrer les faits, c'est-à-dire que quand vous affirmez vos valeurs positives, démontrez aussi que l'idéologie d'en face est infondée. Quand il nie les différences sexuelles, par exemple, ben, vous démontrez ça par l'argumentaire et par des faits très concrets. Et là, je vous fais confiance. Aussi, affirmez votre rôle. Si vous êtes un homme, affirmez votre rôle d'homme. Hein, vous dites bien, je suis un homme, j'ai vocation à être le chef de famille, etc., etc. Hein. Un patriarcat sain, raisonné, équilibré, qui n'est pas la négation de la femme. La complémentarité entre l'homme et la femme. La femme a des aptitudes que l'homme n'a pas. La femme, essentiellement, est faite pour aimer. Hein. Donc, il faut savoir, elle est faite pour aimer son homme. L'homme est fait pour protéger le foyer. Donc, ce sont deux choses à articuler. Et donc, il ne s'agit pas de les nier, il s'agit de les mettre en valeur. Hein. D'ailleurs, c'est très très beau, on ne voit pas pourquoi on les nierait. Donc, c'est important de mettre en avant ça, ce rôle positif de l'homme qui va à l'encontre de l'idéologie pseudo-féministe, et là, je terminerai là-dessus, idéologie pseudo-féministe qui fait partie de ce marxisme culturel que j'ai décrit. Sous le vocable de féminisme, en fait, il s'agit de masculiniser la femme. Les féministes sont généralement d'ailleurs des lesbiennes, la plupart du temps, qui veulent être des hommes. Bon, ça c'est leur problème, c'est leur névrose à elles, mais le féminisme n'est pas mettre en avant les qualités féminines, c'est essayer de masculiniser la femme. Or, il faut permettre à la femme d'être une femme pleinement assumée et à l'homme d'être un homme pleinement assumé. Donc, voilà. Donc, vous le voyez, cette rhétorique est facilement démontable. Vous retrouverez toujours les points que j'ai dit dans toute la rhétorique gauchiste, socialiste, etc. Toujours. Et eh bien, à vous maintenant sur les réseaux sociaux de la combattre et de la combattre efficacement. À bientôt pour une prochaine vidéo.